Est-ce que, enfin, toi, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, à combien t'attribuerais l'impact de ta marque personnelle, donc vraiment de toi, ton compte LinkedIn, ce que tu veux poster sur les réseaux, à la réussite de Com, en fait? Je dirais 80. Donc 80. ce qui est quand même C'est énorme. énorme. Ouais, ouais, totalement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la saison 2. Donc j'espère déjà dans un premier temps que pour ceux qui ont écouté le premier épisode, que ça vous a plu, que vous aimez le nouveau format un peu plus long de 45 minutes où on parle aussi un peu plus de personal branding. Aujourd'hui, dans cet épisode du Brand Podcast, on reçoit Harold qui va se présenter d'ici quelques minutes. Mais avant tout, pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas le format, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain. Des marques qui soient adaptées au code du digital. Sans plus tarder, je vais laisser Harold se présenter. C'est à toi. Salut Adi, salut tout le monde. Écoute, je suis ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouvel épisode. J'ai manqué d'être le premier de la saison 2. Mais je suis encore désolé, il y a deux, trois petites galères. Mais écoute, je suis super content. Donc, je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'entreprise Com. On est une agence qui faisons briller les entreprises par le biais de la réalisation de vidéos. Et je sais pas jusqu'où tu veux que je me présente, Ok. mais ça, c'est un peu le truc statuaire Ok, actuel. bah pas de souci. Bah du coup moi je vais juste compléter. Bah ça fait 2 ans que tu es sur le projet et je Yes. dis toujours la date au début des épisodes parce que ça permet d'apporter du contexte vis-à-vis de à quel Mhm. niveau de profondeur est-ce que je peux poser des questions ou quoi. Aujourd'hui on va surtout parler de définition de marque parce que ça c'est un truc, les agences j'en ai pas reçu énormément. J'ai reçu Nicolas Huberman de Story for Brand qu'on embrasse sur le podcast et lui avec lui on a vraiment parlé plus d'offres etc. Avec toi on va parler pas mal de définitions et puis on finira avec personal branding et le Fast and Curious version brand. Sans plus Mhm. tarder, commençons par la première question et posons un peu les bases pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas très bien le market, etc. Commençons par parler un peu d'architecture de marque. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a différents types d'architecture de marque. Il y a genre les maisons de marque, donc basiquement ça va être des holdings, quoi, qui vont être très peu connus. Je peux penser par exemple à Procter Gamble, Unilever, ce genre de choses, qui vont en fait être les maisons mères de plein de marques que vous allez plus connaître, genre Febreze, Arial, ce genre de trucs. Donc ça, c'est la première structure. La seconde structure, c'est la marque centrale. Donc celle-là, c'est le truc que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire que bah, vous allez avoir plein de produits et services représentés sous une seule et même marque. Donc jusque-là, pas trop d'incompréhension. Et puis ensuite, on va avoir la dernière structure, ça va être la maison de marque, ce qu'on appelle mix. Donc en gros, on va avoir les mêmes caractéristiques qu'une marque centrale. Donc généralement, ça va être une marque qui n'avait pas pour but d'être un groupe, mais qui occasionnellement va créer des espèces de sous-marques. On peut le voir avec par exemple Marriott International, qui a la marque Marriott qui est très connue, mais qui a aussi des petites sous-marques comme Courtyard by Marriott, ce genre de trucs. Donc une fois qu'on a présenté ça, on va refaire le focus sur Com parce que c'est pas un cours de marketing à HEC. Aujourd'hui, Com à la base, tu vois, c'est un peu, enfin moi quand je le vois, c'est un peu une marque centrale, tu vois, avec des offres comme, je sais pas, Moon, Premium, Shine qu'on peut voir sur votre site. Mais récemment, vous avez fait le choix de devenir une maison de marque mix en lançant Comedia. D'où mes questions. Déjà, est-ce que tu pourrais nous présenter Comedia? Ok, ça marche. Est-ce que tu veux que je refasse une passe sur Com, ce qui est Com et Vas-y, pourquoi est-ce qu'on a créé pas de le soucis. média? Parce Vas-y, que vas-y. ça amène un peu de contexte. Mais donc en gros Com, donc comme je disais, on fait des vidéos de communication. Donc on a lancé la boîte il y a 1 an et demi. Donc l'idée c'est qu'on fait des vidéos de communication, que ce soit pour du digital ou des spots télé, avec pas mal d'offres différentes. Et tu en as mentionné certaines qui sont surtout catégorisées par le type de projet de Mhm, vidéo et la partie budgétaire. mhm, Et donc on en a fait pas mal. Et à un moment, s'est posé la question de se dire que euh, on essaye toujours, dans le milieu de la vidéo, qui est quand même un secteur relativement large, de se mhm, dire comment est-ce qu'on peut apporter un petit vent de fraîcheur et puis un vent à la com, enfin, en tout cas à notre sauce. mhm, Et on trouvait qu'il y a énormément de médias qui sont très connus, un Combini, Brut, etc., qui sont canonissimes. Mais on avait trouvé qu'il n'y avait pas forcément énormément de médias très orientés B2B avec une sauce un peu urbaine, un peu sexy. Et on s'est dit que ça pouvait être hyper intéressant pour nous de lancer un média qui permettrait de mettre en avant des entrepreneurs, des entrepreneuses de tout secteur. Donc mhm, entrepreneur, c'est pas forcément de l'écosystème genre Startup Nation machin. mhm, C'est vraiment, tu vois, on a reçu des cuisiniers, mais on a reçu des influenceurs, on a reçu des musiciens, et c'est mhm, en fait l'idée de parler business dans le bon sens du terme, mhm. derrière des secteurs qui sont pas forcément, encore une fois, celui de la Startup Nation, du SaaS, etc. Et on a lancé ça.
C'était un petit peu, je suis arrivé en interne en disant les gars, on lance un média, let's go. Ils sont tous dit oh putain, qu'est-ce qu'il veut encore lui? Et on l'a lancé. Et donc on a franchement bricolé au début. Ça a été un chantier assez long. Ça a pris quand même 2-3 mois à préparer et à lancer ça parce qu'on l'a lancé il y a 2 mois. Mhm. Et au final avec un premier format qui s'appelle Clap et qui est un format assez cool où encore une fois on reçoit plein d'entrepreneurs entrepreneuses, on revient sur leur secteur, sur tout ce qu'ils ont fait, leurs expériences, etc. Et il s'avère que les voyants sont plutôt au vert puisque on a pas mal fonctionné, on a fait pas mal de vues, Mhm. ce qui parle le plus et avec pas mal de perspectives, parce que je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais Mhm. on a trouvé des sponsors qui nous font confiance et qui nous permettent avec un côté financier de pouvoir recruter davantage de personnes et Mhm. de faire avancer, exploser le média. Donc voilà, c'était juste pour remettre un peu dans le contexte du lien avec l'agence. Ok, ok. Et du coup, c'est bien que tu nous aies présenté tout ça parce que du coup, ça va permettre d'annoncer mes prochaines questions. On en parlait en pré-call et tu me disais que voilà, comme vous êtes lancé en plein Covid, je crois, en un an, Petit peu avant, ouais. vous avez quand même eu un certain succès. Enfin, il y a des belles références sur votre site, etc., etc. Et du coup, ça, ça, hum, ça laisse penser plusieurs choses. Alors déjà, il y a un truc. Pourquoi faire le choix de lancer Com Media alors que Com fonctionne très bien. Enfin, potentiellement, ça peut être un défocus au niveau du scale. Et surtout, plus par rapport à notre contexte et le podcast d'aujourd'hui, est-ce que tu n'as pas peur de créer de la confusion autour de ta marque centrale, en fait, qui est Com? Je trouve que c'est une super question, notamment la deuxième partie, parce que ça a toujours été un peu alors je rapporte comme à moi la personne, mais parce que Mhm, je donne les orientations, mais j'ai toujours eu tendance à vouloir lancer plein de choses. Donc c'est très sexy, c'est sympa de le dire, voilà j'ai plein d'idées, etc. mhm, Mais au final, ça peut rapidement te défocus. Tu peux, au lieu d'être 100% focus sur un projet être excellent dessus, bah, tu peux répartir un peu ton énergie, tu peux répartir tout l'impact que tu peux avoir. Et mhm, ça a été un gros sujet dans mes expériences passées. Avec Com, l'idée, ça a été d'abord de verrouiller la partie agence. mhm, Donc, ça fait que 1 an et demi, mais on a quand même bien structuré l'équipe. On va être une vingtaine en interne. On a vachement bien processé la réalisation de tous nos projets, ce qui nous permet de faire un peu plus de volume et d'avancer vite et de manière assez sereine. mhm, Chose qui n'était pas forcément le cas il y a, tu vois, 6 ou 8 mois où c'était encore un peu déstructuré. Et donc, je me suis toujours dit qu'à partir du moment où on aurait verrouillé le segment comme principal, mhm, on pourrait se permettre d'attaquer de nouvelles branches, nouvelles offres, et notamment celle du média, parce que le média, ça a un impact qui est ultra direct, positif à Com, c'est que c'est la notoriété du branding, c'est-à-dire que quand on voit Com Média avec le nom Com qui est volontaire, c'est juste pas qu'on n'a pas trouvé un nom plus chébrant, mais c'est juste que il fallait qu'il y ait Com dedans pour qu'on entende parler de Com et que ceux qui ne connaissaient pas du tout l'agence Com principale mhm, par le biais du média aient quand même le nom Com en tête. Et écoute, tu vois, on se rend compte que quand on poste des interviews, donc on en poste 1 à 2 par semaine, systématiquement, une fois qu'on a posté une interview, on a entre 2 et 5, 6 demandes sur notre site internet pour de la réalisation de vidéos de communication. Donc on voit directement l'impact positif que le média a sur l'agence. Donc pour le coup, c'est pas un défocus, c'est plutôt une nouvelle branche mhm. qui s'entremêle à l'agence et qui permet de faire avancer les deux en parallèle de manière simultanée et de faire grandir l'agence et le média voilà, en parallèle. Donc franchement, je comprends la question, que Mhm, ça puisse être ressenti comme du défocus ou comme encore un nouveau lancement, parce qu'on a mhm, quand même pas mal de choses qu'on a faites, mais au final, vraiment, je vois que du positif là-dedans mhm. pour le moment et surtout, voilà, à 2 mois, à trouver des sponsors, là, on a potentiellement une énorme nouvelle qui va arriver d'un joueur de foot qui a investi dans Comedia pour C'est faire Karim exploser le média. Benzema. Non. Non, presque. Non, mais une dinguerie, vraiment. Réponse la Soon et donc ça serait vraiment une folie. Donc voilà, bref, je vais pas trop m'étendre, mais vraiment l'impact du média est juste dinguissime sur l'agence principale. Mhm. Donc voilà. Ok, ça marche. Donc, du coup, si je devais résumer les bénéfices, c'est surtout un de la notoriété, donc ça vous permet de connaître, enfin, faire connaître la marque principale à travers la marque secondaire, entre guillemets. Est-ce que d'ailleurs il y a une différence, enfin, vous considérez que la marque principale c'est Com et que secondaire c'est Com Media ou vous les placez au même niveau? Non, en fait, déjà d'un point de vue juridique, j'ai créé la holding Comcom avec ensuite des sous-entités dont la partie média. Ah, ok, Il y en a ok. d'autres qui sont à venir avec le documentaire, etc. Mais le principal,
ça reste quand même l'agence, Mhm. et le secondaire, c'est le média. Ça veut pas dire il y a moins d'importance aux médias, c'est Mhm. juste que voilà, qu'on reste bien focus sur notre secteur d'activité principal qui est la réalisation de vidéos, et digital et publicitaire, et voilà. Ok. Donc en gros, la notoriété permet de ramener du lead sur l'agence et le lead sur l'agence permet de faire tourner toute la machine. Ok, Exactement. parfaitement clair. On va rester un peu dans l'esprit de l'architecture de marque, mais cette fois-ci, on va partir plus sur Com et on va regarder un peu les sections autres, parce que j'ai un peu fouiné voilà, sur votre site, tout ça. On peut voir qu'en fait, chaque service, il a son propre nom, donc pack, studio, musique, motion, ce genre de trucs. Est-ce que tu pourrais nous partager en fait votre processus de réflexion sur quelle offre lancer et pourquoi par rapport à votre positionnement quand on est une agence en fait? En gros, on la joue un peu en mode poupée russe. Mhm. C'est-à-dire que on a toujours, depuis le lancement de Com, donc la toute première offre qu'on avait faite avec Flo, mon associé, pour lancer Com, qui était quand même, pour rappel, dans un secteur ultra concurrentiel, parce que la vidéo, t'as quand même pas mal d'agences, Mhm. c'était de partir sur un prix ultra abordable à 1 000 € pour donner la parole aux entrepreneurs. Donc vraiment une petite niche dans le secteur de la vidéo qui est extrêmement fat. Mhm. Et en fait, petit à petit, moi, à chaque fois, ma logique, c'est de me dire, une fois que tu as verrouillé un segment, tu en attaques un suivant. Et c'est Mhm. exactement ce qu'on a fait pour les différentes offres, c'est qu'on a fait donc l'offre à 1 000 €. Ensuite, on a fait une offre 100% motion design, donc en dessin. Ensuite, on s'est dit que dans la partie musicale, il y avait un écosystème ultra fermé et que c'était compliqué de pouvoir bénéficier d'une vidéo accessible, etc. Donc, on s'est mis sur la partie musicale. Et en fait, on le fait à chaque fois par branche. On se dit, OK, quelles sont les branches dans lesquelles il y a potentiellement une place pour Com de pouvoir ramener un vent de fraîcheur, alors à notre humble mesure, mais selon notre sauce, et on avance par bloc, step by step. Ça veut pas dire qu'on va faire tous les blocs, on les réfléchit en amont de manière stratégique pour être bien sûr Mais, qu'il y ait du mais business, que ce soit justement, cohérent, tu vois. c'est Mm. justement une de mes questions. C'est enfin, comment tu sais que, par exemple, je sais pas, il faut que je te trouve un secteur un peu random. J'ai pas de secteur random en tête, putain. Mais voilà, comment tu sais que, en fait, typiquement, je sais pas, les vidéos corpo, voilà, éducatives pour, je sais pas, des écoles de commerce, bah, il faut pas y aller, en Mhm. fait. Enfin, alors que, typiquement, businessment parlant, bah, c'est rentable, il y a plein d'agences qui le font, tu vois, tu pourrais te dire, bon, Mhm. en vrai, c'est un segment, quoi. Ouais, non, grave, t'as archi raison. Donc parfois, on s'est déjà planté. Alors planté, encore une fois, il n'y a aucun investissement financier ou de temps qui permettrait, enfin, qui pourrait mettre en péril la boîte. Donc c'est des risques qui sont modérés. Mais il y a Mhm. des fois, on s'est dit, ok, on va aller sur des secteurs et au final, on y est pas, on n'a pas focus dessus. À l'inverse, l'idée c'est juste, on regarde un peu la température du marché, on check avec des clients existants. Ça c'est souvent ce qu'on fait. On a Mhm. une relation qui est quand même vraiment cool avec la grande majorité de nos clients. Donc on teste en disant, bah voilà, ça, est-ce que ça vous brancherait, et où on dit, voilà, on a déjà lancé cette branche pour pouvoir vraiment montrer qu'il y a un intérêt sur ce segment, et on dit, est-ce que ça pourrait vous chauffer ou autre. On voit si jamais c'est le cas, on lance les opérations et on voit si dans le temps ça peut durer. Et il y a plein de fois où on a vu que ça pivotait pour certains secteurs ou certains segments qu'on attaquait, que ça pivotait à peine, donc du coup on laissait tomber, ou en tout cas on mettait pas d'efforts supplémentaires. Mhm. Et c'est vraiment en testant, tu vois, tu sèmes des graines, t'en sèmes à droite à gauche, t'as semé 20 graines, sur les 20 t'en as 5 qui vraiment fleurissent, et ben tu te focuses sur les 5. C'est un peu comme ça qu'on la joue. Donc là sur toutes les nouvelles branches qu'on a ouvertes, on a dû tester peut-être le double ou 3 fois le nombre de secteurs là qu'on a ouvert avant. Donc voilà, c'est vraiment, on sème des graines, on voit où ça fleurit, puis là où ça fleurit, ben, on bombarde. Ok, super intéressant. Et surtout l'approche avec voir déjà des clients qui sont dans ce genre de choses, etc. Je pense que ça pourrait aider pas mal de Mm. monde. Je vais continuer avec les questions. Du coup, aujourd'hui, disons que je vais avoir plus d'informations spécifiquement sur votre offre co-musique. Bah, quand je vais sur le site, Mhm. il m'est littéralement impossible d'en savoir plus sans passer par votre formulaire Typeform. Donc, est-ce Mhm. que c'est un choix de votre part vis-à-vis de l'opacité des sous-marques? Donc, on aura pu se dire que voilà, vous aurez pu créer une landing spécifique par rapport à l'offre co-musique, ce genre de truc. Ou est-ce que en fait c'est juste bah en fait on n'y a juste jamais pensé, on a toujours fait un typeform et voilà quoi. Non, en fait, c'est un peu stratégique. Le Typeform, il est hyper puissant pour nous. Mhm. On se rend compte qu'à partir du moment où un prospect répond à un Typeform, on a plus de 80% d'entre eux qui, au final, convertissent et terminent en clients. Mhm. Donc, c'est ultra stratégique le fait de réduire le nombre d'informations. Donc, ça a du bon et du moins bon, des avantages et des inconvénients. Dans les inconvénients, c'est que certains trouvent pas l'information, donc skip et passeront ailleurs. Ça arrive, ça doit arriver en tout cas. Mais la grande majorité des cas, et des fois, c'est
je veux en savoir plus et pour en savoir plus, soit je vais remplir ce typeform, soit je vais contacter quelqu'un de chez Com et j'apprends rien à personne. Quand tu es en relation avec une personne, tu peux comprendre son besoin de manière beaucoup plus précise et donc l'orienter vraiment de manière ultra militaire sur une offre qui correspondra bien à ses besoins. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la vidéo, peu de personnes, quand tu connais pas la vidéo, c'est quand même t'as quand même plein d'inconnus, que ce soit d'un point de vue budgétaire, tu sais pas trop, t'as une idée que tu te fais en amont, mais au final, quand t'as passé un temps avec quelqu'un de chez Com, tu te rends compte que tu t'es pas du tout orienté forcément sur la bonne offre. Et donc ça, cet aspect relation, il est déterminant pour nous, pour pouvoir vraiment closer et deux, closer au bon endroit pour que nos clients soient satisfaits, parce qu'on a beaucoup de rétention chez Com et ça c'est un signal qui est quand même hyper fort pour une boîte. C'est-à-dire que si on consomme une fois et qu'on consomme une seconde fois, c'est qu'on a été satisfait de la presta. Et donc du coup, pour résumer, c'est stratégique. Ça nous permet de closer davantage et de pouvoir vraiment direct être en relation avec le prospect et optimiser, maximiser les chances de pouvoir closer et sur la bonne branche. Parce que dans la vidéo, si tu closer un deal, c'est bien, mais ça fait pas tout parce que si ton deal tu l'as closé mais qu'au final tu as mal éduqué ton client, qu'au final tu l'as mal orienté parce que tu l'orientes sur une offre qui n'est pas forcément la bonne, ça peut vite être un chantier bordélique qui prend du temps, donc qui toi te coûte en temps et en argent du coup, parce que tu refuses d'autres projets. Et donc voilà, donc c'est vraiment stratégique, c'est pas juste comme ça. Et d'ailleurs tu verras que le site il est en phase de dev là, parce qu'on était sur un site template un peu classique. Ok. On est en train de dev un site dans lequel justement il y a pas mal de petites nouveautés en termes d'UX qui est assez intéressant, qui va dans le sens de ce qu'on s'est dit là. Donc je crois que ça va sortir, je crois que c'est septembre ou octobre. En tout cas, c'est ce qu'on m'a annoncé. Après, je pense que ça va mettre un peu plus de temps comme d'hab. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, vraiment stratégique de ouf de pas mettre trop d'infos. Ok, ça marche. Et du coup, ça c'est une question que j'ai posée aussi à Claudette dans l'épisode 1. Mais enfin, par rapport à elle avec la mode, parce que pour donner un peu de contexte, Fempo, c'est une marque de culottes menstruelles à la base. Et Ouais. là, ils sont en train de diversifier aussi pas mal leurs offres, etc. Et je lui ai posé la même question que je vais te poser, c'est-à-dire, en fait, toi, où est-ce que tu places la limite de la légitimité de la marque Poucom lorsqu'il s'agit de diversification de tes offres, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, vous lancez des projets, comme tu me l'as dit, tu testes l'eau, tu vas voir les clients, etc. Tu es très terrain, etc. Mais si à chaque fois qu'un projet ou comment dire, un de tes tests est positif, potentiellement tu peux le faire at scale à l'infini, quoi. Est-ce que toi, dans ton esprit, tu as affilié la marque Call à je dirais, c'est pas un carré, mais un périmètre au moins de légitimité où pour toi la marque com elle peut être légitime de faire limite n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu peux lancer, je sais pas, une marque e-commerce en mode com, je sais pas, insérer un objet un peu Ça what the arrivera. fuck, ce genre de truc. Mais voilà, tu vois. Bah non, mais non, je comprends parfaitement ta question et je vais te répondre. En gros, de base, avant, quand tu disais qu'est-ce que Com, on disait qu'on réalisait des vidéos de communication. Et Mhm, là, quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit que Com, on s'occupait de faire rayonner les entreprises. mhm, Donc c'est pas, je dis pas ça pour rien. C'est qu'en fait, on a rapidement, quand j'ai vu Com commencer à bien prendre, je me suis dit qu'on allait avoir de nouvelles branches qu'on allait ouvrir. Ça, c'était vraiment la réflexion initiale. mhm, Et en faisant rayonner les entreprises, ça veut pas dire que tu es forcément que dans la vidéo. Maintenant, ça veut pas dire que je veux taper n'importe où. mhm, Mais tu vois, énormément de fois, on nous a dit, OK, la vidéo, magnifique, mais est-ce que en amont, est-ce que vous pouvez réfléchir de manière stratégique à des campagnes, tu vois, un peu long terme, avoir un peu de jus de cerveau à proposer. Donc mhm, ça, c'est pas forcément de la réalisation de vidéo, mais ça va dans le sens de faire rayonner ton entreprise, mhm, de faire du branding, de la noto, etc. Pareil, une fois que tu as une vidéo, très bien, tu as une vidéo canon, mais comment tu fais pour faire des campagnes d'acquisition, mhm, payant ou pas payant? Ça, pareil, c'est une branche qui très certainement demain va être une branche qu'on attaquera. Mais tu vois, t'as vraiment je pense que on n'a pas la légitimité de faire n'importe quoi et tout. Faut que ça reste cohérent parce que si tu commences à être 360, mais tu pars dans tous les sens, on vient plus te voir pour une expertise. Moi, mhm, ce que je me dis, c'est qu'on a taclé la vidéo, on commence à être vraiment pas mal et à se faire une petite place et c'est très bien. Donc petit à petit, on s'élargira sur des choses qui ont du sens. Typiquement, c'est les deux premiers exemples que je t'ai donnés. Et potentiellement même de dire qu'une fois que tu as fait la vidéo, une fois que tu as fait ta campagne d'acquisition, donc ça t'a ramené vraiment des gens sur ton site, puisque c'est quand même le but, et ben le site internet, il faut qu'il soit optimisé aussi pour que
pour que tu puisses convertir les prospects que la vidéo t'aura généré. Et donc potentiellement, le site internet pourrait aussi faire office d'une prestation chez Com. D'ailleurs, tu vois typiquement la stratégie là dont je te parlais de semer des graines. L'autre jour, la semaine dernière, j'ai fait un post où on a réfléchi là quand même en amont bien entendu à ce qu'on proposait, mais une offre à 1500 € pour faire un site template avec la réalisation d'un logo. Parce qu'on a vu comment en interne pouvoir processer certaines choses, tu as des conditions pour avoir un prix qui est quand même relativement shark. Tu as des conditions à ça forcément. Mais tu vois, je teste. Là, j'ai eu beaucoup de demandes. En tout cas, pour nous, c'est beaucoup. J'ai genre une vingtaine de demandes de sites, ce qui est quand même assez fou. Donc, je me dis, ok, je sème cette graine, je vois qu'il y a un peu de traction. Je vais réinsister un petit peu. Là, on va étoffer l'offre, on va encore plus la chiader et voir si jamais ça répond à un vrai besoin, tu vois. Et donc voilà. Donc, encore une fois, pour synthétiser, on va rester on va ouvrir de nouvelles branches, mais qui sont cohérentes quand même avec notre secteur initial qui est la vidéo et qui est le fait de faire rayonner l'entreprise. Voilà. Ok, parfaitement clair. Bon, du coup, on va continuer dans notre exercice de définition de la marque Com, mais cette fois-ci avec la personnalité de marque. Parce qu'en fait, on le ressent même. Enfin, je veux dire, toi, t'es le CEO, je sais pas si t'as des cofondateurs ou pas. Si, ouais, Flo, bien sûr, mon Flo Vinouz, d'amour. Du coup, tu as aussi un cofondateur, mais je veux dire qu'ensemble, vous représentez aussi voilà, la vision, le discours de la marque, mais même quand on va sur votre site, on regarde les couleurs, etc. Tout ça, même dans le montage des vidéos, c'est assez fun, c'est assez décalé et tout. Aujourd'hui, tu me disais que vous êtes une équipe de 20, moi je m'étais noté 15 sur mes petites notes. Mais comment vous faites pour garder cet esprit de marque qui est très fun, mais tout en continuant à grandir? Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous allez avoir des sponsors, l'équipe va s'agrandir encore, et il ne faut pas diluer la culture. Donc, comment tu fais ça? Totalement d'accord. Ça, c'est en lien avec mes expériences passées. Moi, j'ai monté une boîte dans le recrutement. J'ai bossé 2 ans en tant que head of sales dans une boîte de recrutement. Et donc, je te fais le lien avec le recrutement parce que c'est 90% de notre ADN, c'est les personnes qui rejoignent la boîte. Et sans faire le gros discours bullshit en disant on est trop bien, on est trop heureux. En vrai, c'est juste que on a tellement, on communique beaucoup sur nous. On communique, je pense, correctement, et ce qui fait qu'on a énormément de demandes entrantes d'un point de vue marque employeur, donc ce qui est un luxe, et donc ce qui nous permet aussi de pouvoir vraiment avoir le choix sur les recrues qui nous rejoignent. On est quand même, on pousse les recrutements assez loin, tu vois, que ce soit même pour des profils de stagiaires, t'as trois entretiens de faire. Enfin, on pousse le délire quand même assez loin. Est-ce que tu pourras nous préciser le truc, parce que c'était ma question d'après, en fait, ton process de recrutement pour garder un peu la culture de ça, t'as des tips, des trucs. Ça marche. Je te réponds à ça si tu veux juste après. Vas-y. Juste pour finir sur la première partie, c'est un recrutement qui est vraiment bien léché et bien poussé. Je me rends compte que là, tu vois, on est 17 aujourd'hui, on va être 22 en septembre. Parce qu'il y a la partie média dedans. Je me rends compte que plus on recrute, plus ça va être un véritable enjeu de pouvoir garder cette culture au sein de la boîte. Et donc ça passe par le recrutement des personnes que tu reçois chez toi, et aussi la manière dont tu les drives. Et pour ça, j'ai instauré du middle management, ce qui est assez classique au sein d'une boîte, mais ce qu'on n'avait pas forcément fait avant, parce qu'on n'avait pas forcément suffisamment de personnes pour faire du middle management. Mais là, le fait de faire du mid management, c'est top parce que Guillaume et Flo, qui font partie du middle management, sont en direct avec les teams. Donc, quand on se rend compte que certains peuvent commencer à avoir une vision qui serait pas forcément celle de Com, et on en rediscute, on réajuste, et ça permet d'avoir une proximité avec toutes les personnes de chez Com, qui est assez cool, et qui se perdait un tout petit peu. Je m'en suis rendu compte pendant 1 mois, parce qu'avant c'était moi qui étais en direct avec chacune des personnes, et je me rendais compte que j'avais plus du tout le temps de pouvoir faire du management individuel avec tout le monde. Et le fait d'avoir réinstauré ça a permis vraiment de pouvoir garder cette cohésion, cette culture qui est celle de Com. Et pour la deuxième partie de ta question, qui est sur la partie recrutement, en gros, on a donc trois étapes. On a la toute première qui est réception de CV, entre guillemets, lettre de motivation, etc. On demande une vidéo de présentation, donc une vidéo où on demande aucune... alors ça dépend des postes, mais on ne demande pas forcément la forme, c'est juste dans le fond, parce que dans la vidéo, tu peux plus te rendre compte de la motivation, c'est plus personnalisé que juste un CV ou une lettre de motive où tu changes juste le nom de la boîte, on connaît tous. Donc tu as cette première étape. Ensuite, une fois que ça c'est validé, tu as la seconde étape qui est un exercice.
que Guillaume fait faire. Donc sur la partie montage, filmmaker, chef de projet, donc c'est propre à chacun des postes. Et le dernier entretien, c'est avec moi. Sur chacun des profils, que ce soit des postes de CDI ou stagiaire alternant, à chaque fois systématiquement je le fais et on valide le côté fit, culture de boîte, vision, parce que pour le moment quasiment la grande majorité des personnes qui ont commencé chez Com étaient en stage de fin d'études et ont terminé en CDI. Et donc notre logique, elle est pas d'avoir un stagiaire et qui parte. On a vraiment la logique de garder les personnes qui nous rejoignent. Et voilà. Donc tu vois, franchement 3 étapes pour du stage. Il y en a qui nous ont dit, les gars, vous êtes des malades, ça. Je veux venir 6 mois. Mais comme encore une fois notre objectif et notre enjeu, c'est de garder les talents. On pousse les étapes exactement de la même manière que pour un CDI. Je voulais juste rebondir sur la vidéo parce que c'est vrai que c'est intéressant d'ajouter une petite vidéo dans le parcours de recrutement, surtout que vous êtes quand même une agence qui fait ça à la base. Vous regardez quoi en priorité dans la vidéo? Parce que tu me disais c'est pas une histoire de forme, tout ça, donc le mec s'il a pas fait le meilleur montage du monde, bon ça va, mais qu'est-ce qu'il est censé dire? C'est quoi les traits de personnalité que vous regardez en priorité dans son discours? Enfin, c'est quoi les caractéristiques? Ouais. Quand l'intitulé du titre, c'est Donne-nous envie de te rencontrer en 1 minute. Donc, tu as 1 minute pour nous montrer ta motivation. Le fait de demander cette vidéo, déjà, ça te permet de filtrer en amont, parce que sur, je sais pas, une quarantaine de personnes qui peuvent candidater, tu vas te rendre compte qu'il y en a qu'une quinzaine qui va faire cette vidéo, qui ont vraiment la déterre de le faire, parce que ça prend un peu de temps, etc. Tu as envie de le faire bien, donc déjà, ça permet de filtrer dans un premier temps. Et ensuite, c'est vraiment, et ça, c'est un peu au feeling aussi, mais c'est de voir la motivation et la déterre de la personne. Parce que tu peux plus t'en rendre compte quand tu vois une personne ou quand tu l'entends en tout cas que à travers un CV ou une lettre de motivation où l'interprétation n'est pas forcément la même. Donc ça permet vraiment de voir jusqu'où la personne est prête à aller et à quel point elle ou il est motivé pour rejoindre l'aventure. Et franchement, tu vois, on l'a instauré au bout de je crois 6 mois ça chez Com, 6 ou 8 mois, et on se rend compte que les personnes qui nous rejoignent sont chambées. Donc je pense que ça fonctionne pas mal sur les process. Et comme je t'ai dit, le recrutement, j'ai fait des milliers d'entretiens téléphoniques de par mes expériences passées. Et de filtrer avec la vidéo, je trouve que c'est vraiment top. Dans l'idée, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Après, moi, j'ai juste un problème avec ça, c'est que je me dis tout le temps que si si on faisait exactement la même chose dans la boîte où je suis actuellement, il y aurait potentiellement plein de fakes. Enfin, je veux dire, on est sur un podcast qui parle de branding, de personal branding, on sait très bien que voilà, faut se mettre en avant, faut vendre aussi le truc. T'as plein de Bien mecs sûr. surtout qu'en plus toi tu nous dis c'est en 1 minute, donc en fait tu peux complètement fake le truc en 1 minute. C'est pour ça que c'est toujours assez dur de voir la motivation chez quelqu'un, mais en 1 minute de vidéo c'est assez intéressant. Enfin, je veux dire, je pense que c'est vraiment plus du feeling de votre côté à ce niveau-là, parce que Ouais, puis après, si c'était uniquement cette vidéo, je te rejoindrais. Là, vu que c'est une première partie et que ça permet vraiment de filtrer sur ceux qui déjà vont passer le temps à le faire et qui montent la motivation, ensuite on le valide avec le reste. Tu vois, un dernier entretien avec moi donc ça permettra de confirmer ou pas la motivation, plus un exercice où pareil, ça te redemande du temps et là c'est vraiment quelles sont tes compétences et comment tu les mets en œuvre sur cet exo. Donc j'entends ce que tu dis, carrément d'accord si jamais il y avait que ça. Mais après c'est comme si je te disais un entretien, tu fais un entretien de 15 minutes, tu peux serrer les fesses pendant 15 minutes et gonfler les pecs et au final ne plus rien branler 10 jours après quand tu rentres dans la boîte. C'est la magie aussi du recrutement, c'est que parfois tu peux te faire berner parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément honnêtes entre guillemets dans la manière de se vendre, mais à l'inverse, et je pense que ça augmente le nombre de chances de filtrer les personnes encore une fois qui sont déter ou celles qui le sont moins, et voilà. Et puis après le recrutement, tu peux jamais faire du 100%, tu auras toujours des fois où tu t'es planté. Nous ça nous est arrivé aussi, mais c'est juste l'idée de se dire comment est-ce que je fais pour réduire le nombre de chances de me planter et de continuer à aller dans le sens des bons recrutements qui sont déterminants pour des boîtes et surtout quand tu es une petite structure. Ok, du coup à ce moment-là effectivement ça a beaucoup plus de sens de l'utiliser en fait comme un filtre initial plus que comme un élément vraiment déterminant. Ok, parfaitement clair. Bon du coup on arrive sur nos 30 minutes, ce qui veut dire qu'on va passer à la partie personal branding et parler un peu plus de toi et laisser un petit peu comme derrière. Si on va sur ton LinkedIn, on remarque que voilà, t'es pas à ton coup d'essai dans l'entrepreneuriat. En 2016, tu crées Ilo,
Je le prononce correctement ou Yes, Ok, bien joué. tu crées... Bravo. tu crées Hilo et en 2019, je vois que tu cofondes en plus de Com Tatami. Donc Tatami, je suis pas sûr que ce soit une boîte, mais bon, ça a l'air d'être un truc quand même où faut chercher Si, du si. monde un petit peu. Donc du coup, voilà. Donc en vrai, ça fait trois gros projets quand même, Hilo, Tatami et Com. Selon toi, est-ce que avoir déjà un historique de création d'entreprise, ça aide pour chercher ses premiers clients? Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais, parce que toi, déjà, personnellement, bah, enfin, en tout cas, je pense que la grande majorité des entrepreneurs se plantent aussi lors de leur premier démarrage de lancement de boîte. Mhm. En tout cas, moi, ça a été le cas pour certaines. Parce que j'avais monté deux, trois autres projets qui étaient beaucoup plus petits, donc je considère pas que ce soit vraiment de entrepreneuriat, mais perso, ça permet d'augmenter un peu les skills parce que quand la première fois que tu crées une structure, rien que la structure juridique, toute la partie comptabilité administrative, c'est un bordel sans nom, donc bah, quand tu as l'expérience, tu vas plus vite et mieux et tu fais pas forcément les mêmes erreurs à terme. Donc ça, c'est Mhm. un peu évident, mais ça te permet d'être plus efficace et meilleur. Et d'un point de vue client, ouais, ça donne un peu de légitimité parce que moi, je sais qu'au tout début de Com, quand j'avais mes premiers prospects qui arrivaient, le fait de dire voilà que je viens de l'écosystème quand je pitch Com, c'est moi plutôt la vision stratégique et entrepreneuriat, j'ai déjà monté deux boîtes, etc. Et mon associé, lui, est plus sur la partie technique, ça fait 20 ans qu'il fait de la vidéo. C'est plus rassurant que si potentiellement, alors, bien sûr que tu le dis pas, mais si la personne recherche un peu des infos sur toi et voit que c'est ta toute première structure, je Mhm. pense que potentiellement ça peut freiner certains, ou en tout cas ça peut que aller dans le bon sens de montrer que tu as déjà eu des expériences, je pense, hein, entrepreneuriales, à mon avis, même si c'est pas forcément ça fait pas non plus tout, tu vois, Mhm. loin de là. Euh, Ok, donc, ok. voilà. Ok. Est-ce que t'as des exemples de moments où ça a joué entre guillemets en ta défaveur ou c'est jamais arrivé? Est-ce que c'est déjà, écoute, comme ça, je crois pas. Mhm. Je réfléchis, quelqu'un m'a déjà dit, ah, mais t'en as déjà fait deux en Ouais, un an parce et demi, qu'on c'est-à-dire que tu peut, t'es planté. on peut se dire, Hmm. ouais, voilà, c'est ça, dans le truc inverse, en mode, bah, si tu fais plusieurs boîtes, ça veut dire que les boîtes ont pas marché, donc peut-être que j'ai pas envie de te Totalement. faire confiance, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je suis assez transparent. Quand j'ai planté, et je le Mhm. dis. Et je pense qu'en plus, ça a du bon déjà. Un, forcément être transparent avec ton client et l'honnêteté, ça marche quand même bien. Mhm. Et deux, parce que bah, si tu t'es planté une fois, a priori, les erreurs que tu as déjà faites, tu les referas pas. En tout cas, tu minimises les risques. Donc comme ça, non, franchement, je crois pas que ça m'ait forcément desservi. Ok, ok, ça Mm. marche. Bon, bah, du coup, on va continuer, on va parler un petit peu réseaux sociaux, on va aller sur LinkedIn, puisque bah, c'est aussi la vitrine du monde du travail. Je vois que tu as plus de 11 000 connexions sur la plateforme, ce qui est bien déjà, Oh, parce c'est que beau. avant t'as passé ce cap-là avant la mise à jour, la mise à jour, les nouvelles réformes de LinkedIn, tout ça, avec les demandes de connexion limitées, ce genre de trucs. Donc, voilà. Donc, j'en déduis que tu as mis en place une stratégie de contenu, parce que les 11 000 relations, elles tombent pas du ciel. Mhm. Est-ce que, toi, aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 100, à combien t'attribuerais l'impact de ta marque personnelle, donc vraiment de toi, ton compte LinkedIn, ce que tu veux poster sur les réseaux, à la réussite de Com, en fait? Je dirais 80. Donc, 80. ce qui est quand même C'est énorme. énorme. Ouais, ouais, totalement. Et pourquoi, C'est du coup, ça, ces chiffres? ça. Bah alors parce que bon 80 c'est pour aussi avoir le côté un peu choc, mais c'est parce que à 80, enfin en tout cas au début de Com et encore maintenant, mais nos leads euh, venaient vraiment de LinkedIn parce que c'est sur ce canal qu'on a vraiment insisté et qu'on a communiqué de manière extrêmement régulière et Mhm. on fait nos petits KPI et on voit d'où proviennent nos leads. Ça a été aussi hyper intéressant d'ailleurs, mais ça sera l'occasion d'en reparler en off ou autre. Mais pourquoi est-ce qu'on allait sur LinkedIn? Mhm. Et on se rend compte que c'était ouais, à 80% de par LinkedIn et de par les vidéos et la communication qu'on faisait sur ce réseau. Les 20% restants, c'est forcément du jeu de cerveau, c'est la stratégie, etc. Mais LinkedIn, c'est chambé. Vraiment, je pense que c'est encore en pleine explosion. Alors, pas pour tous, pas pour tout le monde, pas pour tous les secteurs, mais je pense que ça a une place pour nous, en tout cas déterminante. Mhm. Ça a un avantage, un inconvénient. L'avantage, c'est que bah, on fait du business, on commence à maîtriser un peu cet outil et puis on fait notre petite place à notre humble échelle sur LinkedIn. L'inconvénient, alors qui n'est pas un inconvénient qu'on a bien anticipé, donc on diversifie aussi les canaux, c'est de jamais être dépendant d'un réseau Mhm. ou de quelque chose de manière générale, d'un client ou autre, parce que si LinkedIn pour X ou Y raison te cut ton compte ou alors bah il y a plus forcément autant
d'appétence sur ce réseau et qu'au final tout le monde bouffe sur une autre plateforme et que toi tu dis putain mais oui mais moi attendez tout mon business venait de cette plateforme, bah t'es niqué. Donc écrit pareil avec un client. Si t'as 90% de ton CA qui est fait par un client mais que demain il crame, tout ce que tu veux, il se casse la gueule, et ben toi aussi t'es niqué. Donc du coup, il faut vraiment un peu comme d'un point de vue financier, c'est diversifier ses placements et c'est exactement la même chose pour les réseaux sociaux, c'est diversifier les différents canaux. En tout cas, si ça a de l'importance pour son business, en l'occurrence pour Com totalement. Alors, on a 0 commerciaux encore chez Com. D'ailleurs, j'en profite, on va chercher notre premier commercial. Donc du coup, tous ceux qui sont des terres, let's go. Laissez on passe ce petit placement en soum mais non, mais du coup, tu vois, on n'a pas de commerciaux, c'est que par le biais de notre communication et du marketing. Donc du coup, hyper important LinkedIn, mais on fait bien gaffe à pas être que là-dessus. C'est pour ça aussi qu'on a lancé un média, c'est pour ça qu'on est maintenant beaucoup sur YouTube. Insta commence à prendre une place assez prépondérante sur nos leads aussi, donc voilà. Mais quand tu dis YouTube, Insta, tout ça, c'est pas des trucs en personal branding, c'est que des trucs où c'est Com qui est sur Insta, qui est sur LinkedIn, qui est sur tout ce que tu veux. Ouais, mais je commence à m'y mettre. Ah, toi aussi moi sur YouTube là, ouais, exactement. Sur YouTube là, il y a toute une stratégie qui est faite pour septembre où je commence à créer du contenu là depuis un petit moment, c'est quasiment 2 mois, avec des petits formats qui sont très orientés business et avec notre sauce et notre vibe qui est cool, mais au nom d'Harold parce que Harold ramène du business aussi pour Com et surtout. Donc du coup ouais, non aussi pour moi. Ok, super intéressant. Bah, du coup, tu as couvert absolument tous les trucs dont je voulais parler. Donc, il nous reste plus qu'à parler du Fast and Curious version brand. Donc, je rappelle pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas, Fast and Curious, le concept de Combini, version brand, le concept du brand podcast, où on a 3 propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Harold, est-ce que tu es chaud ? Allez, vas-y, fire. Ok, ça part. Pour booster la marque, t'es plutôt acquisition client ou recommandation client ? Recommandation. Ok, pour recruter des talents, tu mets en avant quel logo ? Des startups type Swile, Kimono, Merci Andy ou des grands groupes type Uber, L'Oréal, TF1 ? Startup. La marque que tu souhaites demain, la plus connue, Com ou Com Media ? Com, ok. Et du coup, pour finir, Harold, c'est à toi. Quelle est ta question pour moi ? Alors, la question pour toi, c'est comment vois-tu l'avenir du podcast ? Étant donné, je mets un tout petit peu de matière de contexte en plus, que ça a été bien poncé. Il y a de plus en plus de personnes qui font des podcasts, donc ça a du bon parce que ça a évangélisé le marché, etc. Mais il y a plein de concurrence, il y a plein de places. Est-ce que tu penses que c'est un peu comme Clubhouse, c'est-à-dire que c'est entré en déperdition et que c'est en train de mourir, et où est-ce qu'il y a encore une énorme place sur les prochaines années pour le podcast? Alors moi je pense que le podcast, en l'occurrence, bon, j'ai un peu prêché pour ma paroisse parce que j'en fais un actuellement, mais je pense que contrairement à Clubhouse, il y a encore une place phénoménale. En fait, le problème de Clubhouse, et d'ailleurs j'ai regardé pas mal d'études de cas par rapport à ça pour comprendre comment ça s'est cassé la gueule, c'est que le contenu était asynchrone, mais pas vraiment en fait, c'est-à-dire que c'était des lives, donc en fait tu pouvais pas revenir en arrière sur le contenu, t'arrives en plein milieu des rooms, tu sais pas trop ce qui se passe, etc. T'avais toujours la peur, ils ont fait pas mal de conneries en UX où tu savais pas si quand t'allais rentrer t'allais avoir le micro coupé ou pas, etc. Donc du coup ça fait que le contenu dans l'idée était bon, mais le problème c'est que comme c'est des lives, donc c'est du format long et que c'est pas asynchrone, du coup ça demande un temps de fou sur la plateforme. Et comme tu peux pas vraiment te repérer, bah en fait très vite t'as plus envie en fait de se casser la tête à chercher le contenu, etc. À l'inverse du podcast qui en fait tu peux l'écouter à n'importe quel moment, et ça pour moi ça fait une différence énorme. Ça veut dire que la valeur est gardée sur le long terme. Et si la valeur est gardée sur le long terme, ça veut dire que bah, tu peux continuer à consommer le contenu jusqu'à ce que tu trouves des nouveaux créateurs. Et puis ensuite, il y a un truc qui est bien foutu par rapport au podcast, c'est que généralement les podcasts c'est utilisé aussi via des agrégateurs. Donc tu écoutes tes podcasts sur, je sais pas, sur YouTube, sur Apple Podcasts, sur Spotify, ce genre de trucs. Et ça va te recommander d'autres podcasts. Les algos sont assez bien foutus parce que c'est pas, il y a pas de podcast avec une seule plateforme, etc. Alors que Clubhouse avait un algo qui était pas ouf par rapport à ça. Il n'y avait pas vraiment de recommandations de personnes, de contenu, de trucs qui faisaient que, en fait, quand t'arrivais, si tu connaissais pas un mec à suivre qui disait des trucs intéressants, bah en fait, tu galérais à trouver du contenu qui était intéressant, donc tu partais. Donc, du coup, ça fait que, ouais, pour ces raisons-là, je pense que le podcast, il y a encore quelque chose à faire. En fait,
fait, pour moi, je le comparerais à YouTube. Parce que moi, pour ceux qui savent pas, j'ai fait des vidéos sur YouTube pendant un peu plus de 7 ans. Bon, là, actuellement, j'en fais plus trop. Parce que j'ai plus trop le temps. Mais du coup, j'ai vu YouTube à partir de 2013. YouTube à partir de 2013 et YouTube aujourd'hui, il y a toujours de la place. Alors que ça fait un paquet de temps que le truc est là. Parce qu'en fait, les créateurs ont su se renouveler, que la plateforme a su évoluer et que en fait, il y a toujours des nouveaux créateurs qui arrivent à proposer de la valeur à une audience qui est dédiée à elle en fait. Il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr, par rapport à l'époque, et c'est un peu comme tous les réseaux sociaux, hein. À l'époque de Facebook où l'organique était incroyable, c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin de mettre des budgets de fou en Facebook Ads. Mais pour les podcasts, je pense que c'est encore minime, dans le sens où il y a une grosse partie de la population qui écoute même pas de podcasts, qui sait même pas en fait ce que c'est, à vrai dire. Encore la dernière fois, je parlais à mon père qui n'arrivait pas à prononcer le mot podcast, qui comprenait pas vraiment le principe d'écouter des gens parler. Enfin, voilà, c'est le genre de truc où tu te dis qu'il y a... En fait, on a l'impression que c'est crowded, comme on dit en anglais, parce qu'on est sur LinkedIn et que dans l'écosystème startup, c'est un peu à la mode, tout le monde commence à s'y mettre et tout, mais le grand public n'a pas encore capté le truc. Et tant que le grand public n'aura pas encore capté le truc, il y aura beaucoup de place et beaucoup de choses à faire dans tout ça. Et puis, il va y avoir aussi un écrémage, hein, comme absolument tout. Il y a des périodes, il y a beaucoup de gens qui vont lancer des podcasts qui vont mourir et qui vont arrêter. Il y en a plein qui vont s'en créer. Du coup, je pense que vraiment sur tous ces balayages, que ce soit la manière de consommer le contenu, le fait que le grand public n'ait pas encore compris tout ce qui se passe, parce que aussi l'audio c'est pas trop généralisé quand tu vois Alexa, Google, ce genre de trucs. Et le fait que il y a plein de gens qui font ça aussi par d'effet de mode, donc du coup la valeur est quelque peu diluée. Moi je pense qu'il y a des choses à faire. Personnellement, s'il n'y avait pas des choses à faire, autrement je l'aurais pas fait, je pense. Mais plus que ça, c'est aussi parce que pour moi-même et ma propre consommation, je me suis rendu compte que le podcast prend une place de fou en fait. C'est que maintenant, quand je prends des douches, j'écoute des podcasts. Et avant, je le faisais pas. Il y a un an et demi, je le faisais pas du tout. Et en fait, quand je me suis rendu compte que je passais un temps fou à écouter des podcasts, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas en faire un, quoi. Donc, à partir du moment où tu commences à te dire que toi-même, ton mode de consommation, il a évolué, je pense que là, à partir de là, il y a un truc, quoi. Donc bon, je pense que ça répond pas mal à la question. On arrive à peu près 41 minutes d'écoute. Pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur la chaîne du Brand Podcast. Voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'abonnement sur la plateforme de streaming. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, voilà, ça fait toujours plaisir, ça aide à monter dans les classements, dans la catégorie affaires, marketing, ce genre de trucs. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme que vous avez. Pareil, ça aide aussi pour les classements. En tout cas, c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, Harold. Je pense qu'il est rempli de valeur pour nos auditeurs. Voilà, je n'ai plus rien à rajouter. On se retrouve comme d'habitude lundi prochain à 8h pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Merci à tous, ciao Eddie.